Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. En longeant dans la partie clinique de l'insuffisance mitrale, toujours je répète, tout ceci pour dans la description. Abonnez-vous toujours chers collègues pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Maximisez vos partages. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Je répète toujours, mon but c'est d'atteindre le maximum nombre des étudiants dans leur préparation. Donc la clinique, donc c'est la suite. Donc on avait dit précédemment qu'il s'agit de deux cas. Donc, à connaître une insuffisance mitrale et chronique. Pourquoi? Je répète, le diagnostic, les circonstances de découverte, la prise en charge et l'évolution, elle va différer totalement. Donc, pour l'insuffisance mitrale aiguë, ce qu'on avait vu précédemment dans la partie antérieure, donc c'est un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, soit s'il s'agit d'une rupture, ou bien d'une rupture de cordage ou de pilier. Donc, qu'est-ce que vous allez noter? Vous allez noter un OAP, une douleur thoracique en cas de rupture de cordage, ou bien vous allez voir donc totalement un état de choc, malheureusement, un OAP en cas de rupture de pilier au cours d'un IDM. Donc deux étiologies à incriminer, je répète, rupture de cordage et l'IDM devant une insuffisance mitrale aiguë. Vous pouvez ajouter l'endocardite infectieuse, donc soit un OAP, soit douleur thoracique, voire totalement un état de choc. Donc aigu, c'est plus grave que chronique dans la cardiologie. Je répète, le cœur n'a pas le temps à s'adapter de cette agression. Deuxièmement, si vous avez une insuffisance mitrale qui est chronique, donc la découverte là, notez-vous bien, elle est fortuite. Notez-vous bien, pourra s'agir d'une question d'examen. Donc devant la toute pathologie, souvent elle est bien tolérée dans sa forme chronique en cardiologie. Donc la découverte là, comme l'insuffisance mitrale, c'est une découverte fortuite lors d'un examen systématique. Donc, les signes sont une dyspnée à l'effort, une asthénie, quelques palpitations. Vous allez voir ça dans la maladie de Marlowe. Ou bien cette insuffisance mitrale qui est chronique, elle va être découverte devant les complications. Et la complication majeure de l'insuffisance mitrale, à noter, c'est une insuffisance cardiaque. Donc, soit c'est la forme aiguë, c'est facile à diagnostiquer devant la douleur typique. Un œdème aigu du poumon, donc c'est un poumon cardiaque à retenir, surtout devant une insuffisance ou bien d'un IDM. Vous allez avoir votre patient en état de choc. Ou bien une insuffisance chronique, donc qui est bien tolérable, souvent fortuite, mais peut être découverte devant une complication qui est l'insuffisance cardiaque. Donc l'examen physique, ça nous fait appel à la sémiologie de l'examen cardiaque. Vous avez vu ça en troisième année. Donc, premièrement, c'est la palpitation, ou bien la palpation commencera premièrement, suivi par l'auscultation qui est le temps majeur de l'examen clinique. J'espère que vous vous souvenez de votre sémiologie. Sinon, vous pouvez consulter le cours de l'examen de l'appareil cardiaque. À tout moment, c'est toujours disponible dans la sémiologie cardiaque. Et je répète, c'est l'auscultation qui est le temps majeur. Et bien sûr, on va finir par un examen de la tension artérielle pour rechercher, comme on avait dit précédemment, vous allez voir ça dans la pathologie aortique, une des sections de l'aorte qui est incriminée dans le rétrécissement aortique. Donc premièrement, à la palpation, donc en cas d'insuffisance mitrale importante, qu'est-ce que vous allez voir? Donc vous allez voir la déviation du choc de pointe, toujours c'est de la sémiologie qui témoigne, qui témoigne de la dilatation du ventricule gauche. C'est un signe de gravité, vous allez voir ça dans les signes de gravité. À noter, si vous avez un choc de pointe dévié en bas et à gauche, donc là, c'est une insuffisance mitrale qui est aiguë et c'est grave. Le cœur n'a pas le temps à s'adapter à cette pathologie ou bien cette agression et il est en train de se dilater de façon qui est aiguë. Vous pouvez noter des frémissements systoliques à la pointe. Lorsqu'on dira à la palpation, on dit qu'on sent ou bien on perçoit des frémissements, mais à l'auscultation, ces frémissements, on dit qu'on est en train d'entendre ou bien d'ausculter un souffle. Donc je répète, à la palpation, ça c'est de la sémiologie, on dit on perçoit ou bien on sent un frémissement, et à l'auscultation, on va entendre ce dernier souvent d'une forme qui est un souffle. Et vous avez vu ça dans les bruits cardiaques et les souffles cardiaques. Donc à la palpation, choc de pointe dévié. Deuxièmement, frémissement systolique qui vont se manifester à l'auscultation, ce que vous voyez
à droite. Donc ça, c'est l'auscultation des 4 foyers. Donc ce qui nous intéresse souvent, donc pathologie mitrale, c'est le foyer mitral. Donc qu'est-ce que vous allez entendre? Ça, c'est à noter. C'est le but. Bien, c'est le titre le plus important dans la partie clinique. Donc à l'auscultation, vous allez retrouver un souffle d'insuffisance mitrale. Donc c'est un souffle, si on vous pose la question, qui va siéger au niveau du foyer mitral, ce que vous voyez à l'illustration, avec une irradiation vers les aisselles. C'est un souffle avec un timbre doux qui est engagé de vapeur. Et ce dernier, c'est la description d'un souffle mitral. Donc vous allez voir les souffles d'insuffisance ou bien d'érythrissement aortique. C'est un souffle brutal, donc rude râpeux. Donc ça, c'est de la sémiologie. Dans notre cas, dans l'insuffisance mitrale, je répète, c'est un souffle qui est à timbre doux, engagé de vapeur, si vous voulez entendre ce terme-là, avec une irradiation vers les aisselles au foyer mitral. Il s'agit d'un souffle d'une insuffisance mitrale. Donc, à noter les caractéristiques d'un souffle mitral. Donc, et c'est l'auscultation toujours qui est le temps majeur dans l'examen cardiaque. L'intensité de ce souffle, il est mal corrélé à l'importance de la fuite. Donc, notez-vous bien, un souffle important, il correspond généralement à une fuite importante, mais faites attention, l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc un souffle important, donc ça veut dire qu'il s'agit d'une fuite importante, mais parfois une fuite tellement qu'elle est importante, tellement qu'elle est à un stade avancé, tellement qu'elle est à un grade d'insuffisance cardiaque, que vous allez pas entendre ni de souffle ni d'autres bruits. Donc le silence, faites attention, ça ne veut pas dire que l'auscultation est normale, donc pourra être d'une forme qui est grave. Vous allez revoir ça dans les sténoses, donc surtout dans le rétrécissement aortique, parfois tellement le rétrécissement, il est tellement serré, donc vous allez entendre presque rien. Donc on dira qu'il s'agit d'un rétrécissement aortique qui est très serré, pas de claquement, pas de bruit, pas de souffle, donc ou bien une diminution des bruits cardiaques, il est en faveur, je répète, de la malignité de la pathologie. Donc le souffle important, fuite importante, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc la chronologie, donc c'est un souffle mitral. Lorsque ce dernier il est important, il est holosystolique. Faites attention. Souffle par insuffisance, il est holosystolique. Par contre, au rétrécissement mitral qui a été diastolique, vous pouvez consulter la première partie où on avait basé sur les notions de base. Il est un souffle modéré, ou bien si ce dernier il est modéré, c'est un souffle proto-mésosystolique. Ou bien, dans la maladie de Barlow, qui est une affection bénigne, donc qui est un prolapsus simple de la fente de la cuspide. Donc c'est un souffle seulement télésystolique qui est précédé par un clic mésosystolique. Donc je répète, si vous avez un souffle avec la description qu'on a déjà citée qui est holosystolique, là il s'agit d'une insuffisance mitrale qui est très importante, surtout devant une endocardite. Si vous avez un souffle qui est protomésosystolique, généralement c'est une insuffisance mitrale qui est modérée. Et si on vous pose la question, donc une femme qui a des palpitations avec un souffle qui est seulement télésystolique, ce dernier il est précédé par un clic mésosystolique. Donc généralement là, le terrain, la description de ce souffle, elle est en faveur de la maladie de Barlow qui est seulement un prolapsus de la fente. Vous allez revoir ça dans les formes cliniques. Donc c'est un prolapsus seulement de la fente de la cuspide et c'est la maladie de Barlow qui est bénigne. Mais faites attention, la maladie de Barlow peut évoluer de façon, je répète, qui est défavorable. Maintenant, avant de conclure la clinique, notez-vous bien, donc ce sont 4 lignes qui sont à retenir par cœur. Ce sont les signes d'insuffisance mitrale importante à l'auscultation. Donc si on vous pose la question, quels sont les signes d'insuffisance mitrale importante à l'auscultation, et ce sont des signes de gravité, ce sont des signes de mauvais pronostic et ce sont des signes d'une évolutivité qui est grave. Donc premièrement, un éclat de B2. Donc notez-vous bien, si vous avez dans un contexte clinique un éclat de B1, il est en faveur d'une HTAP, donc systématiquement. Et c'est en faveur
ou bien c'est du mauvais pronostic. Deuxième critère auscultatoire qui est de mauvais pronostic, c'est un galop protodiastolique B3, toujours un B3, un galop. Il est en faveur malheureusement d'une insuffisance cardiaque et c'est de la mauvaise évolution. Si vous avez un roulement protodiastolique à hyperdébit, ça va témoigner de l'importance de cette insuffisance. Et quatrièmement, si vous avez un souffle d'insuffisance tricuspidien, donc tricuspidien c'est la cavité droite, c'est en faveur d'une dilatation ou bien d'une atteinte ou des séquelles sur les cavités droites et c'est le stade terminal. Donc je répète, si on vous pose la question, donc les signes de gravité après une auscultation cardiaque, donc c'est un éclat de B2, HTAP, complications pulmonaires, un galop protodiastolique en faveur d'une insuffisance cardiaque, le roulement protodiastolique à hyperdébit, donc c'est en faveur d'une insuffisance qui est très importante, et dernièrement souffle d'insuffisance tricuspidienne, et c'est en faveur d'une atteinte des cavités droites. Donc ce sont les 4 signes de gravité. Donc si on vous pose ces 4 derniers critères dans un contexte clinique, vous allez évoquer une insuffisance mitrale défavorable, donc avec une évolution ou bien critère d'évolutivité longue. Cette dernière elle a évolué de façon défavorable et malheureusement c'est du mauvais pronostic. Avant de conclure, on va voir la paraclinique ou bien les examens complémentaires à prescrire après une insuffisance mitrale. Donc après que vous avez diagnostiqué l'insuffisance mitrale, comment allez-vous justifier votre examen complémentaire dans votre conduite à tenir? Donc, premièrement, toujours vous disposez, donc l'examen clé, premièrement, dans la cardiologie, c'est le CG, l'électrocardiogramme. Mais faites attention, ce dernier peut être normal. Donc c'est pas l'examen de choix. Je répète, l'examen de choix dans la valvulopathie, c'est toujours l'écho-Doppler. Donc un ECG devant une insuffisance mitrale aiguë peut être normal. Devant une insuffisance mitrale chronique, il reste longtemps normal, elle est très bien tolérée. Ou devant une insuffisance mitrale sévère chronique, donc qu'est-ce que vous allez noter? Vous allez noter la cardiomyopathie hypertrophique, donc toujours chronique. Le ventricule il a du temps à adapter. Comment ce dernier va adapter? Soit une hypertrophie auriculaire, ce que vous voyez à droite dans l'illustration. Donc c'est une onde P qui est bifide, biphasique en V1. Vous allez revoir ça dans l'interprétation de l'ECG. Donc si vous voyez dans votre ECG une onde P qui est bifide en D2 et qui est biphasique en V1, donc là voilà, une onde bifide en D2, ce que vous voyez là, en rouge et en blanc, donc ce sont des ondes ou bien une onde P qui est bifide, et ce que vous voyez là, une onde qui est biphasique en V1, c'est en faveur d'une hypertrophie auriculaire gauche, et ça va témoigner donc d'une souffrance de la cavité gauche, donc hypertrophie auriculaire gauche. Deuxièmement, l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous avez vu ça dans le rétrécissement mitral. Donc je répète, dans le rétrécissement mitral, il ne s'agit pas d'un rétrécissement ou bien d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Cette dernière, elle existe dans notre intitulé aujourd'hui, dans l'insuffisance mitrale, et vous allez revoir cette hypertrophie ventriculaire gauche, surtout dans le rétrécissement et l'insuffisance aortique. Donc, hypertrophie ventriculaire gauche, donc vous allez noter un indice de Sokolov-Lyon. Je répète toujours tous ces aspects-là. Nous allons l'aborder dans la partie d'interprétation de l'ECG. Donc vous allez noter une hypertrophie ventriculaire gauche, cette dernière, la voilà, concentrique. J'espère que vous vous souvenez de ce terme dans la partie précédente. Indice de Sokolov-Lyon qui est supérieur à 35. Ou bien, vous pouvez avoir une hypertrophie ventriculaire droite dans les insuffisances mitrales, comme je vous ai dit, évoluer. Donc une HTAP sévère, ça va avoir un retentissement sur les cavités droites et ça va finir par la fibrillation atriale. Et ces dernières sont des signes de gravité. Donc le CG peut être normal, peut noter une hypertrophie auriculaire gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche, hypertrophie ventriculaire droite, voire des troubles de rythme. Donc le CG, c'est pas l'examen de choix dans ce dernier cas. Deuxièmement,
la radiographie thoracique. Je répète toujours, ça c'est ce que vous voyez, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. Notez-vous bien, c'est l'indice de Sokolov-Lyon. On va l'aborder dans l'interprétation de l'ECG. Ça, c'est une hypertrophie ventriculaire droite. Et cette dernière, donc, c'est une HTAP, donc une hypertrophie ventriculaire droite qui est souvent retrouvée devant un HTAP. Donc, nous allons aborder tout ça dans l'interprétation de l'ECG. Ça, c'est la fibrillation atriale. Ce que vous avez vu en rétrécissement mitral peut témoigner dans ce cas-là d'une dilatation du l'oreillette droite et c'est un trouble de rythme qui témoigne de l'évolutivité de cette insuffisance. Deuxièmement, la radiographie, ou bien la radiographie thoracique. Donc, devant une insuffisance mitrale, toujours je répète, il n'y a pas de cardiomégalie. Le cœur, il n'a pas de temps à adapter. Mais il s'agit de signer d'un œdème aigu du poumon. Donc, c'est un œdème, bien c'est un syndrome alvéolo-interstitiel en aile de papillon. Vous avez vu ça en pneumologie. Donc, c'est en faveur d'un œdème aigu du poumon et c'est parmi les critères de gravité de cette insuffisance. Donc, insuffisance mitrale aiguë, si on vous pose la question, il n'y a pas de cardiomégalie. Il s'agit quoi? Il s'agit d'un syndrome alvéolo-interstitiel en aile de papillon, si on vous pose la question. C'est un OAP et c'est en faveur d'une insuffisance mitrale qui est aiguë, donc c'est un poumon cardiaque. Deuxièmement, devant une insuffisance mitrale qui est chronique, donc là, le cœur il a du temps à adapter à cette pathologie. Vous allez noter une cardiomégalie, donc qui est en faveur de cavités gauche, ce que vous voyez à droite dans l'illustration. Donc l'oreillette gauche, ventricule gauche, ils vont être dilatés, donc ça c'est la cardiomégalie. Vous allez noter un cœur avec un double contour de l'arc inférieur droit et un aspect en double bosse. Ça nous fait rappel au rétrécissement. On avait vu ces deux critères d'un aspect en double bosse et un aspect en double contour devant les dilatations de l'oreillette gauche et voire de la cavité droite. Donc dans l'insuffisance mitrale chronique, notez-vous bien, cardiomégalie en dépense des cavités droites. Un double contour de l'arc inférieur droit qui est en faveur d'une hypertrophie ou bien ce qu'on avait dit précédemment, une HAG, hypertrophie auriculaire droite, HAD. Vous pouvez avoir un aspect en double bosse de l'arc moyen gauche qui témoigne de dilatation de l'oreillette gauche. Un arc inférieur gauche allongé en pointe plongeante, donc qui est en faveur d'une hypertrophie ventriculaire gauche et aussi d'autres signes d'HTAP. Donc, insuffisance mitrale aiguë, pas de cardiomégalie, un OAP, et ça témoigne, je répète, de la gravité. Une insuffisance mitrale chronique, le corps il a du temps à adapter. Donc, HAG, HVG, HAD et des signes d'HTAP dans la forme chronique. Dernièrement, avant de conclure cette partie, on va voir l'examen clé, donc qui est l'échocardiographie Doppler. Donc, c'est l'examen clé, c'est un examen non invasif. C'est un examen reproductible. Et c'est ce dernier qui va nous permettre de, notez-vous bien, si on vous pose la question, quel est le rôle de l'échographie Doppler dans l'insuffisance mitrale. Donc il a un rôle dans le diagnostic positif premièrement. Ça va nous permettre de poser le diagnostic. Ça va nous permettre de faire l'évaluation et le retentissement. Et même voir une orientation étiologique de la pathologie. Donc l'écho Doppler, c'est l'examen clé. 3 indications, bien 3 intérêts, diagnostic, retentissement et voir l'étiologie. Pour le diagnostic positif, donc, qu'est-ce que vous allez noter? Donc, un défaut de la coaptation des petites et des grandes valves mitrales. Donc, vous allez noter la fuite. Ce que vous voyez en D, donc là, c'est une fuite de la valve mitrale. Donc, deuxièmement, si vous passez au mode Doppler, vous allez quantifier cette fuite et calculer aussi la surface de l'orifice qui est régurgitant. Donc, ça nous fait rappel au rétrécissement mitral. Donc, le Doppler, l'écho-cœur Doppler, donc, ça va nous permettre de visualiser le défaut de coaptation ou bien défaut de fermeture de la valve. C'est une fuite. Donc, ce que vous voyez en D là, en Doppler, donc, quantifier la fuite, calculer la surface
de l'orifice régurgitant. Deuxième intérêt, donc l'évaluation de retentissement. Donc ça va vous permettre de mesurer la dilatation de l'oreillette gauche, du ventricule gauche. Mesurer surtout donc le FEVG, faites attention. Donc la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Pourquoi? Pourquoi elle est très importante. Donc si vous avez une altération, ça c'est à noter. Si vous avez une altération ou diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, donc c'est un signe d'une insuffisance cardiaque qui est défaillante ou bien qui est souvent à acquérir, bien souvent à survenir. Donc, dilatation de l'oreillette gauche et ventricule gauche, c'est du mauvais pronostic. Une fraction d'éjection ventriculaire gauche surtout qui va être altérée, donc elle est en faveur de la défaillance du ventricule gauche et une insuffisance cardiaque va s'installer. Aussi, rechercher d'autres valvulopathies associées, donc soit une autre insuffisance aortique. Vous allez revoir ça dans l'endocardite infectieuse. Donc ça peut donner double, ou bien une lésion aortique, une lésion au niveau de la valve mitrale. Donc deux insuffisances, c'est en faveur. Faites attention de quelle pathologie, c'est l'endocardite infectieuse. Ou bien d'autres pathologies qui sont congénitales, vous allez revoir ça dans la bicuspidée aortique, donc dans la pathologie de la valve aortique. Donc diagnostic, c'est bon. Deuxièmement, l'évaluation d'autres valves. Et aussi mesurer la dilatation et surtout la FEVG. Donc tout ça, c'est l'intérêt de l'écho-Doppler. J'espère que vous allez le noter. Et troisièmement et dernièrement, ça va nous permettre l'orientation de l'étiologie. Donc s'il s'agit de la maladie de Barlow, donc premièrement, c'est un prolapsus. La voilà à droite, un prolapsus qui est indiqué en flèche gauche. Donc c'est un ballonnement valvulaire, je répète. Maladie de Barlow, c'est un ballonnement juste de la fente de la cuspide. Donc c'est une pathologie bénigne souvent retrouvée chez la femme. Donc des signes là, ce sont des palpitations et une angoisse. Nous allons voir ça dans les formes cliniques, toujours dans notre enchaînement de modules de cardiologie. Deuxièmement, on pourra s'agir d'une maladie fibroélastique. Donc, vous allez noter une valve fine avec des cordages qui sont étirés. Nous avons vu ça précédemment, donc, dans la partie mécanisme. Donc, soit une pathologie post-IDM. Donc, est-ce que vous allez noter là une akinésie, une rupture de cordage, rupture de pilier. Donc, tout ça, il est à évaluer, je répète, dans les coqueurs ou bien dans l'endocardite. Donc, là, ce que vous voyez, c'est une surface qui est akinétique, ce qui est illustré en bleu. Surface akinétique, ça témoigne de l'infarctus de myocarde. Et là, ce sont des calcifications. Ou bien, ce que vous voyez là, c'est une grande végétation qui est en faveur de l'endocardite infectieuse. Donc, je répète, l'écho-Doppler, c'est le diagnostic premièrement. L'évaluation du retentissement, donc soit dilatation, aussi mesurer la surface de régurgitation, mesurer surtout la fraction d'éjection ventriculaire gauche à retenir et même l'orientation étiologique, soit un prolapsus dans la maladie de Barlow, soit des lésions rétractiles dans la maladie fibroélastique, soit une partie qui est akinétique, ce que vous voyez là, c'est en faveur, je répète, d'un infarctus du myocarde, des calcifications, ce que vous voyez là, dans cette illustration à droite, c'est en faveur d'un rhumatisme articulaire aigu ou bien de végétation. Notez-vous bien cet aspect-là, on va le revoir en détail dans l'endocardite infectieuse. Donc, le but. Donc, si on vous pose la question, l'écho-Doppler, c'est l'examen clé. C'est l'examen avec un triple intérêt, diagnostic, retentissement et orientation étiologique. D'autres examens donc, pourront être indiqués. Donc, l'échographie transœsophagienne, elle est non systématique. Elle est à indiquer en cas d'endocardite. Notez-vous bien le TO. On va le revoir dans l'endocardite infectieuse. Donc, ou bien devant un mécanisme qui est mal compris. Un patient qui est peu échogène, chirurgie envisagée. Donc, elle est faisable en cas d'une plastie mitrale. Nous allons revoir ça dans le traitement. Donc, le TO, seulement peu d'indications. L'examen de choix, je répète là, c'est l'écho-Doppler. Dernièrement, avant de conclure, donc c'est le cathétérisme
ou bien de l'angiographie. Donc, elle est peu utilisée. Elle est indiquée seulement en cas de discordance entre la clinique et l'écho-cœur. Donc, le résumé de cette partie, donc, je répète, devant une insuffisance mitrale aiguë, le cœur il n'a pas le temps à s'adapter. Vous allez noter pas de cardiomégalie, mais vous allez noter un retentissement pulmonaire surtout, donc un OAP. Je répète, deuxièmement, devant une insuffisance mitrale chronique, vous allez noter l'altération des cavités droite et gauche, HAG, HVG, voire HAD, voire des signes d'HTAP. L'examen clé, je répète là, donc c'est l'écho-Doppler avec un triple intérêt diagnostique, un intérêt de l'évaluation du retentissement, surtout la dilatation et le FEVG, et troisièmement, l'orientation étiologique. Je répète, soit un prolapsus dans la maladie de Barlow, soit une rétraction dans la maladie fibroélastique, la kinésie qui est en faveur d'un infarctus du myocarde, tout ça on va détailler dans les prochains chapitres. Et dernièrement, si vous voyez les végétations, ou bien des classifications, c'est en faveur soit de l'endocardite, ou bien du rhumatisme articulaire aigu. Donc ça c'est tout pour cette partie, chers collègues. On va conclure ce cours prochainement. On va voir la conduite à tenir, le traitement de l'insuffisance mitrale. Merci pour votre attention toujours. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.